Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous vous accueillons dans notre émission dans laquelle nous avons un invité spécial, le président Badakani, président du Nouveau Mouvement Populaire, qui fait une sortie pour répondre aux différents détracteurs du NMP par rapport à son positionnement en faveur du président Paul Biya. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Jules. Bonsoir à tous ceux qui sont affiliés à notre page, abonnés et tous les sympathisants au niveau mondial. Donc, je suis très heureux de les retrouver dans le cadre de nos échanges quotidiens, qui est une démarche géocommunicationnelle du NMP, mais qui participe aussi de cette nécessaire interactivité qui devrait lier les hommes politiques que nous sommes, à nos militants, à nos sympathisants et à tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent à ce que nous faisons, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur appartenance. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est un devoir moral, c'est un devoir militant. C'est une obligation du responsable politique et du géopoliticien et du militant panafricaniste que je suis. Merci une fois de plus. Monsieur le Président, cette émission porte sur un sujet très particulier. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui critiquent votre posture dans les différentes plateformes. Et ils aimeraient avoir des éclaircissements sur votre positionnement en faveur du président Paul Biya. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons remarqué que dans les plateaux de télé, certains vous appellent professeur, docteur. Ils vous donnent des titres académiques. Et une certaine opinion critique cela, en mettant en avant que vous n'êtes pas passé par des canaux académiques avérés pour obtenir ces titres. Que leur répondez-vous? C'est purement de la malveillance de leur part. Et c'est une démarche vraiment de détracteurs. Seuls des détracteurs professionnels peuvent se comporter de la sorte. D'autant plus que il suffit de taper Google et de voir ce que vous appelez CV. Notre parcours est ouvert à tous. Nous n'avons jamais manifesté le moindre complexe à l'égard du fait que nous n'avions pas fait des cursus académiques universitaires. Et deuxièmement, jamais je me suis revendiqué d'un quelconque titre académique. Je n'en ai pas. Parce qu'une fois de plus, je ne vois pas pourquoi je devrais me réclamer d'un titre universitaire ou académique. Je l'ai dit, je n'ai aucun complexe à l'égard des académiciens et des universitaires, aucun complexe. Je ne les envie pas. Je ne les envie pas. Pourquoi devrais-je me réclamer d'un titre universitaire? Maintenant, la question devrait être posée à ceux qui, malgré le fait que je ne m'en réclame pas, je ne demande pas de titre universitaire, me donnent ce titre-là. Il faut aller leur demander à eux. Il y en a, d'ailleurs, je l'ai répété, j'ai eu à interpeller plusieurs fois sur les plateformes médiatiques à partir desquelles j'opère. J'ai eu maintes fois à rappeler aux téléspectateurs, à toutes ces personnes qui m'affublaient de titres. Je leur ai demandé de ne pas me mettre en problème avec les docteurs en doctorat, les professeurs en professorat, qui ont un droit de propriété à vie sur les titres académiques. Je leur ai dit vraiment, ne me causez pas les problèmes. Parce que les docteurs en doctorat là, vont couper ma tête. Et je leur ai dit qu'au Cameroun, on a un ministre d'enseignement supérieur qui ne blague pas avec ça. Donc, Fameux Ndongo est très rigoureux sur ce genre de quiproquos. Il ne faut pas que des personnes non qualifiées, qui ne sont pas universitaires, revendiquent les titres. Mais est-ce de ma faute si les uns les autres persistent? Dois-je passer mon temps à dire non, je ne suis pas docteur, je ne suis pas ceci? Alors, ces gens savent pourquoi je le fais. L'opinion qui est gênée
tout en sachant que le président Balakani n'a jamais revendiqué un quelconque titre académique, c'est parce que nos performances amènent beaucoup à s'interroger sur la validité des diplômes que certains brandissent à tout vent. Et donc, ceux-là sont gênés de voir que quelqu'un qui n'a pas un parcours universitaire et académique fait ce que nous faisons. Mais quand on a dit tout ça, nous avons beaucoup de respect pour les universitaires. Nous travaillons beaucoup avec eux. Et ils savent, les vrais universitaires savent que nous ne faisons pas de confusion et que ce n'est pas dans notre style. Nous ne sommes pas des complexés. Je n'ai rien à envier aux universitaires, aux académiciens. Absolument rien. Et nous avons fait nos preuves. Pour terminer sur cette question, le professeur Abou est vivant. Il m'avait été proposé, dans le cadre d'une réception que nous avons offert le président Obiangema en Guinée équatoriale, des universitaires, le professeur Nicolas Agboou, le philosophe Biogo, m'avait proposé de m'inscrire en thèse. Et ils estimaient que j'étais très très brillant et que je devais régler, ça permettait d'après eux de fermer la bouche aux faux docteurs et aux faux agrégés qui utilisent ces titres-là pour distiller leur venin de disqualification. Je leur ai dit, pour ça, Bobo est témoin, je parle à Mondo Vision, que je n'en avais pas besoin et que justement mon défi était de démontrer qu'on peut être très brillant sans forcément passer par ces circuits-là. Tout ceci, je le répète, sans verser dans un anti-intellectualisme ou bien un comment on va appeler ça, un anti-universitarisme, je fais un néologisme, hein, primaire. Nous reconnaissons la place de ces compatriotes qui évoluent dans les cercles universitaires. Nous connaissons la place très très importante dans la distribution du savoir et la circulation du savoir que doit occuper l'université. Nous respectons les diplômes, mais nous rejetons la dictature des diplômes. Nous rejetons le fait qu'on puisse faire croire que le savoir ne s'acquiert qu'à l'université. C'est faux. Dans tous les grands pays du monde, c'est démontré aujourd'hui, c'est faux, ça n'a rien à voir. Donc il était important de clarifier ça. Donc, que les docteurs en doctorat dorment tranquilles, que les agrégés à l'agrégation dorment tranquilles. Nous ne sommes pas sur leur terrain et nous ne usurpons pas de titres. Ce n'est pas notre habitude. Voilà. C'était là le sujet d'entrée. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet qui nous rassemble ce jour, notamment votre positionnement en faveur du président Paul Biya. Certains disent que vous faites votre entrée dans les réseaux sociaux parce que les élections pointent à l'horizon. Que leur répondez-vous? D'abord, nous n'avons jamais cessé d'être dans les réseaux sociaux. À la seule différence que je l'ai dit, nous avons fabriqué beaucoup de vocations numériques. D'ailleurs, sans retour, beaucoup se sont enrichis sur notre dos en utilisant notre image. Nous avons laissé faire, démontrant par là que l'argent n'était pas notre préoccupation. Là, d'autres acteurs réconcilient la quête de l'argent et le combat. Mais nous avons démontré suffisamment que notre rôle, c'est ça aussi, un acteur stratégique, c'est d'être structurant. C'est d'être structurant. C'est-à-dire que si à travers notre mouvement des personnes, des vocations naissent et que ces vocations permettent à ceux qui les assument de gagner leur vie, c'est ça l'homme politique. Nous sommes des créateurs d'emplois, nous créons des vocations. On a toujours été dans les réseaux sociaux. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons créé la page officielle du parti. À quoi la création d'une page officielle d'un parti qui existe depuis des années et qui a transformé le paysage géopolitique de l'Afrique et les relations internationales, en quoi une telle page est faite pour les élections présidentielles? Mais Monsieur le Président, est-ce que la création, ça ne peut pas faire monter les enchères? Non, je vous en prie. Deuxièmement,
de manière plus factuelle. Mais en 2018, nous avons été un acteur majeur des élections au Cameroun. Est-ce que pourtant on avait une page officielle? Est-ce que les élections de 2018 ne justifiaient pas la page officielle du parti? Toutes les raisons militaires pour que nous ayons une page officielle numérique du parti, on ne l'a pas fait. Troisièmement, nous sommes à l'autre élection municipale et législative. Nous n'avons pas eu besoin de page numérique. Les gens ont un problème. Ils pensent que leur façon de fonctionner est la seule manière de fonctionner qui s'impose à tout le monde. C'est ça leur problème. Et ils ont des fonctionnements très standardisés. Et c'est pour ça que beaucoup de ceux qui nous critiquent, qui sont des détracteurs, ne peuvent même pas être des panafricanistes. Parce que quand vous regardez l'organisation, les statuts de l'organisation et le mode de fonctionnement, c'est impossible qu'ils soient des panafricanistes. Les gens ne savent même pas qu'un parti politique panafricaniste a un type de statut et de règlement intérieur. Donc, des partis panafricanistes, soi-disant, quand vous regardez leur statut, leur règlement intérieur, c'est le copier-coller, c'est du classique. Ça montre qu'ils sont pendant le combat. Parce qu'un panafricaniste sait très bien qu'il y a un type de statut et de règlement intérieur, d'organisation interne d'un parti qui font que tu ne peux pas être un parti panafricaniste. Donc, nous ne fonctionnons pas comme nous ne sommes pas un parti classique. On ne se lève pas pour lutter contre l'impérialisme avec les méthodes créées par l'impérialisme. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez très bien que cet argument ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'il y a eu des échéances politiques capitales pour un parti politique et nous, on n'a pas créé des pages officielles. La page officielle du NMP n'est pas motivée par l'élection présidentielle de 2025. Et pour finir, c'est ce que j'appelle les partis électoralistes. Les partis électoralistes n'existent que pour les élections. Mais voici un parti qui n'a pas de représentants dans le Parlement camerounais, ni dans les communes, mais qui a transformé le paysage du Cameroun, le paysage politique du Cameroun et le paysage politique de l'Afrique et de la géopolitique mondiale. Est-ce que les gens peuvent réfléchir? Est-ce que les gens peuvent essayer de mettre leur analyse à ce niveau? Les partis institutionnels, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique de plus que le NMP? Donc notre agenda n'est pas un agenda électoraliste, on doit être clair. Et à partir de là, notre page numérique ne peut pas être justifiée par des tendances électoralistes. Voilà, aussi simple que ça. Le temps est arrivé pour le parti d'investir les réseaux sociaux et nous l'avons fait. Pour des raisons stratégiques, pour des raisons liées à l'avancement du combat du NMP, pour des raisons liées à notre propre agenda. Ce ne sont pas les dynamiques électoralistes sans tête ni queue qui nous poussent à aller investir les réseaux sociaux. Mais Monsieur le Président, le fait que vous n'êtes pas dans les institutions, comme vous venez de le dire, ne fait-il pas du NMP un parti accompagnateur du RDPC? Un parti accompagnateur n'est pas aux élections. Nous sommes à l'autre élection municipale et législative. Sauf à réduire la vie politique à l'élection présidentielle, à ce moment-là, le débat est clair. Et deuxièmement, un parti politique, contrairement à ce qu'on vous a dit, n'a pas pour seul objectif de prendre le pouvoir. On a réduit un parti politique à la conquête du pouvoir. C'est essentiel, hein? C'est important. Mais des partis ont changé le monde sans arriver au pouvoir. L'UPC n'est pas arrivé au pouvoir. Quel est le parti qui a la puissance historique de l'UPC au Cameroun? Est-ce qu'il y en a? Beaucoup de partis ne sont pas arrivés au pouvoir et ont changé le monde par leur action, par le travail qu'ils ont fait. La politique n'est pas seulement conquête du pouvoir, encore que la conquête du pouvoir n'est qu'un moyen. Mais pour les autres partis politiques, conquérir le pouvoir, c'est le moyen et la fin. Et on voit dans quelle impasse les pays africains se trouvent quand on a une telle conception de la politique. Le NMP n'est pas un parti accompagnateur. Par rapport à quoi? Est-ce que il faut déjà voir l'âge du NMP? Lors des différents scrutins, si vous prenez les différents scrutins municipaux et législatifs au Cameroun, l'élection de 2013, je crois, municipale et législative de 2013, pendant que tous les partis camerounais couraient à cette élection, nous étions devant le consulat français pour demander le départ de près de 500 soldats français qui étaient stationnés en toute illégalité au nord du Cameroun. Dites-moi, à quoi servent les élections dans un pays qui est occupé par des soldats français? Plus de 500 soldats français, dans le cadre de Boko Haram. Boko Haram était à son départ. Les partis ont couru pour aller aux élections. Nous étions devant le consulat français pour demander le départ des 500 militaires français. Et nous l'avons obtenu. Les médias ont fait l'impasse sur ce travail. C'est à la faveur de ce travail, par exemple, que nous avons déposé une lettre ouverte à M. François Hollande. Nous avons envoyé une lettre
par le biais du consul français qui était ici à l'époque. Et dans cette lettre, vous avez tous les développements panafricanistes que vous voyez à l'heure actuelle à l'Afrique, dans cette lettre-là. La France nous connaît, la France sait très bien, quand on parle du président Barakani, la France sait très bien à qui elle a affaire. Nous lui avons fait un courrier au président français de l'époque, François Hollande. Nous avons expliqué tout ça dedans. Vous voyez donc qu'on n'a pas la même vision politique, on n'a pas le même agenda que ces forces politiques-là. Ils préfèrent sacrifier le Cameroun pourvu qu'ils aient des strapontènes électoraux dans les communes et les municipalités, à l'Assemblée, en s'en fichant du fait que le territoire d'un pays est occupé par 500 soldats français, et plus de 400, en toute illégalité. Et quand on a fait ça, j'avais été reçu par les représentants de l'État dans le littoral qui m'ont félicité. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous êtes une race en voie de disparition. Ce sont leurs mots. Hein. Vous êtes une race en voie de disparition. Émerveillés qu'ils avaient été par notre patriotisme. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si les élections peuvent changer un pays, oui. Si les élections sont un moyen pour libérer le Cameroun, voilà l'autre démarche. Elle est différente de ceux qui vont aux élections, qui sont de ce que j'appelle l'électoralisme. L'élection a une fin en soi. Et voilà pourquoi vous avez vu des partis au Cameroun ont une très grande épaisseur électorale à un moment donné, et en moins d'une décennie ont disparu sur le plan électoral. Parce que c'est ça l'électoralisme. Dans un contexte comme celui-ci, l'électoralisme renvoie à ça. Mais il y a une démarche de fond, une démarche historique qui consiste à, comment dire ça, à faire un travail de sape tectonique dans le sens de démanteler l'État néocolonial. C'est notre démarche. C'est une démarche qui demande du temps. C'est une démarche qui n'est pas conciliable avec les agendas électoraux cycliques, 5 ans, de 5 ans, 10 ans, les mandats comme ça. On est dans un travail historique de fond. La question est de savoir, ce travail est-il payant? Oui. Maintenant, tout le monde est panafricaniste. Alors peut-être demain, il aura un reflet électoral qui sera à la hauteur de sa puissance. C'est en cela que le parti va aux élections. Monsieur le Président, 2 dernières questions. Au cas où le président Paul Biya ne se représente pas aux élections de 2025, quelle est la position du NMP? Au cas où il se présente, ou il ne se présente pas. Vous n'avez pas bien compris. Au cas où le président Paul Biya ne dépose pas sa candidature, c'est-à-dire le RDP s'est investi un autre candidat, Ouais. quelle sera la position du NMP? On avisera. Déjà, il faudra savoir qui sera ce candidat. Il faudra savoir si le RDPC va suivre au départ du président Biya ou comment ça va se gérer. Il y a des cas, hein. Il y a des cas. Et le scénario à RDC, c'est un cas. Ce n'est pas le seul cas. En Afrique, généralement, les pères fondateurs, les présidents fondateurs, quand ils ne sont plus là, les partis ne leur survivent pas. Il faut déjà savoir. Et d'ailleurs, dans un de nos textes, je crois que c'était à la 6e conférence panafricaniste à Yaoundé, 2e partie, nous avons traité de cette question fondamentalement. Et nous avons dit, contrairement aux autres forces politiques, que des surprises ne sont pas à écarter au Cameroun, des surprises majeures. Nous avons analysé la situation au Cameroun pour dire que tout est possible. Tout est possible au Cameroun. On ne peut pas être seulement figé sur la procédure électorale. D'autres procédures peuvent surgir. Il faut être ouvert à tous les scénarios, sauf le scénario d'un coup d'État, que nous ne sommes pas partisans d'un coup Cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir un outsider. Il y a toujours la possibilité d'un outsider en politique. Ça existe toujours. Il y a toujours. Et le NMP a tout le profil d'un véritable outsider. On a tout ce profil-là. On a ce profil-là. Non, si le président ne se présente pas aux élections, ça change toute la donne. Hein. Ça va bouleverser toute la scène politique au Cameroun. Eh bien, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Parce qu'au Cameroun, il y en a qui ont enfermé l'avenir du Cameroun dans le cadre électoral. Les mêmes gens qui se plaignent que les élections sont truquées sont très à l'aise qu'on réduise la politique camerounaise dans le cadre électoral. Vous voyez la contradiction? Les mêmes gens. Or, le Cameroun est trop grand. On ne peut pas enfermer le Cameroun dans le carcan électoral. Où on dit que bon, les seules forces politiques qui valent au Cameroun sont les forces représentées au Parlement. Quel parti dénonce ça? En même temps, ils disent que les élections sont truquées. Mais ils sont les premiers à hiérarchiser les partis en fonction des résultats des élections truquées. Il faut qu'il y ait des contradictions. Donc, la scène politique camerounaise ne peut pas se limiter à la partie officielle de la politique, c'est-à-dire la politique institutionnelle. Non, non. La preuve est que la part institutionnelle de la politique camerounaise ne règle pas le problème des citoyens. Donc, la scène politique camerounaise est très dynamique et elle est très ouverte à les forces nouvelles. Nous sommes une force nouvelle.
nous sommes une force neuve qui a renouvelé la face de la politique au Cameroun. C'est pour ça que n'ayant pas de représentants dans les institutions, on pèse beaucoup. On pèse beaucoup, on est incontournable. Pourquoi? Parce que la singularité du NMP dans le paysage politique est basée sur le fait qu'il réconcilie la perspective historique avec la perspective d'un changement à la tête de l'État, changement à la tête du pays. C'est ça qui nous distingue. Ce n'est pas donné, hein? Ce n'est pas qui peut, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. C'est qui peut. Mais ça ne veut pas dire qu'on est indifférent aux élections, au contraire. C'est la meilleure manière de préparer une élection. Parce que les élections, on la prépare en transformant les mentalités. Sauf si on est dans le pouvoir pour le pouvoir. Mais si on veut changer les choses, il faut auparavant transformer les mentalités des populations. Il faut transformer les imaginaires. C'est d'abord, c'est là où on gagne. Et ça va se traduire plus tard dans une victoire électorale. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Les vrais partis politiques peuvent patienter. Les partis électoralistes courent en bricolant pour aller se retrouver dans les institutions. Et souvent pour voir ce que nous sommes en train de faire. Pratiquer l'arrivisme politique. Et ça régénère le RDPC plus que tout. Hein. Même les vrais alliés du RDPC. Voilà leurs vrais alliés. Deuxième question directe. Si le président Paul Biya se présente en 2025, voterez-vous pour lui? Il faut d'abord qu'il se présente. On n'a pas la confirmation. Les soutiens que j'ai fait au président les deux autres fois, j'ai expliqué. En 2018, on est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher un soutien. On est venu nous chercher. Et les conditions de 2018, c'est-à-dire pour nous, pour l'intérêt du pays, nous ont amenés à soutenir le chef de l'État. Est-ce que les conditions là sont les mêmes aujourd'hui? On verra. On verra. Est-ce que les conditions sont les mêmes aujourd'hui? Ça peut aller très vite. Mais je répète, on est venu nous chercher. Le NMP a préparé les élections présidentielles avant tous les partis politiques, en faisant le travail par l'africanisme depuis 15 ans, pratiquement 15 ans. Nous avons préparé l'élection présidentielle. Vous savez, ça ne se jouera pas où les gens pensent. Quand vous regardez la trajectoire particulière du Cameroun, on voit très bien que ça ne se jouera pas où les gens pensent. Vous n'êtes pas dire plus. Donc le NMP n'est pas préoccupé par ce type de questions. Ça ne nous préoccupe pas. Nous ne dormons pas le matin en réfléchissant. On ne doit pas, le matin, quand on se réveille, dire est-ce qu'on va soutenir le président Paul Biya? Non. Nous avons déjà changé le Cameroun. Nous avons dit que le président Biya n'est pas l'horizon indispensable du Cameroun. Nous l'avons dit au Congrès. Donc nous, on travaille à ce niveau-là. On est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président Biya ne soit pas l'horizon indispensable du Cameroun. Pour qu'il y ait une possibilité de continuité de l'État au-delà de la personne du chef de l'État. Voilà la préoccupation. Et ce travail est très avancé. Il est très avancé aujourd'hui. Très avancé. Ce n'est pas un travail électoral. C'est un travail politique. C'est un travail de géopolitique extrêmement profond. Et nous sommes en première ligne dans ce travail-là. C'est ce qui nous intéresse. Vraiment, je ne suis pas préoccupé par les élections de 2025. Bon, premièrement, la question du positionnement vis-à-vis du président Biya est large. Hein? Elle est très vaste. Elle nécessite, si nous voulons faire de la pédagogie politique, beaucoup de temps. Mais bon, on va jouer le jeu. D'abord, ce que vous appelez critique, il faut faire des distinctions. Dans ces critiques-là, il y a des personnes de bonne foi. Et d'ailleurs, c'est pour eux, rien que pour eux, que nous avons accepté de jouer encore ce jeu et de revenir sur des positions que nous avons déjà eu à clarifier. Il y a donc des personnes de bonne foi, il y a des personnes de mauvaise foi, mais il y a des professionnels de la diversion, de la confusion, des militaires numériques au service de la France, en particulier, de certaines forces politiques, dont le but est de disqualifier une démarche qui les gêne. Et qui n'est pas seulement gênante, mais qui est très solide. Qui est très solide. Donc il faut faire il faut faire cette clarification même au sein de ce que vous appelez ceux qui nous critiquent. Donc, nous n'allons jamais convaincre les professionnels de la disqualification, de la polémique et de la destruction des adversaires, pour ne pas dire ceux qui considèrent comme étant des ennemis. La France a une armée de faux profils sur Internet,
de trolls dont la mission est d'attaquer le président Bandaken. Ils sont tellement légers que quand ils ne m'attaquent pas, ça me gêne. Donc moi, j'aime quand ils m'attaquent. Donc je ne m'attale pas trop sur eux. La deuxième catégorie, je me répète à dessein, c'est les partisans de certains partis politiques au Cameroun, anti-panafricanistes, qui sont très gênés par notre démarche et qui ne comprennent pas que nous ne leur fassons pas allégeance. Mais ils auraient intérêt à prier que nous ne leur fassions pas allégeance, parce que ça serait leur fin. Donc, il est de leur intérêt que nous ne leur fassions pas allégeance. Et ils devraient apprendre à gérer la diversité des opinions et se consacrer au simple jeu politique. Le NMP n'entretient pas de faux profils sur Internet. Le NMP n'entretient pas de trolls. On peut le faire, on sait le faire tous. Mais nous ne descendons pas à ce niveau-là. Donc, à ceux qui nous critiquent naïvement ou bien en toute sincérité, je voudrais faire cette pédagogie. D'abord, pour comprendre la démarche d'un vrai panafricaniste, il faut étudier le panafricanisme. Si on n'étudie pas le panafricanisme pour le comprendre à fond, on va se perdre. On va s'égarer. Et on va se donner des positions qu'on ne peut pas assumer. Ça veut dire que pour jouer au jeu de la critique, il faut avoir un minimum d'éléments sur ce qu'on veut critiquer. Or, la plupart des critiques n'ont même pas lu une page sur le panafricanisme. Et ils considèrent que le panafricanisme, c'est ce qu'ils voient à la télé. Que ça le fait le voir. Bon, on voit des panafricanistes qui parlent sur les plateaux et voient le panafricanisme. Non, c'est compliqué. Le panafricanisme, c'est un patrimoine historique qui s'est constitué à la faveur des luttes millénaires, quasi millénaires. D'autres se réfèrent au combat des esclaves et menés dans les Caraïbes, en Amérique, dans les Amériques si vous voulez, mais surtout ça a été précédé par toute cette atmosphère raciste qui a prévalu en Europe à une certaine période où la science de l'époque avait établi l'idée que le noir n'est pas un être humain. Et les théoriciens les plus racistes, les Lévi-Brul, les Gobineau, etc., professaient cette thèse-là, jusqu'à ce que Antonio Firmin, qui était un homme politique, on oublie pour ça haïtien, soit obligé d'écrire un livre pour leur fermer le bec. Ce sont les premières fondations théoriques du panafricanisme. Mais le LMP, nous, on va plus loin que ça. Pour nous, le panafricanisme commence plus avant ça. Pour nous, on remonte très loin, depuis la chute de l'Égypte antique. Nous remontons très loin. Il faut déjà remonter jusqu'au moment où l'homme s'est constitué en tant qu'espèce. Avant la différenciation des races, il faut remonter même plus loin pour comprendre tous les enjeux liés au panafricanisme. Vous voyez très bien qu'il faut s'armer de beaucoup de puissance intellectuelle, de patience intellectuelle pour assimiler ça, pour maintenant se lancer au niveau de la critique. Donc, beaucoup ne sacrifient pas à cette exigence pédagogique et méthodologique. Ce qui déjà amène à regarder leurs critiques souvent avec un certain sourire. Mais avec un sourire de compréhension parce que nous sommes tous passés par là, il faut comprendre ceux qui vivent ça. Souvent on accède au panafricanisme par ce travail critique. Fut-il pour un départ spontané, immédiat, mais ça peut nous amener à accéder au panafricanisme. Donc nous encourageons ça. Et moi je voulais saluer ces critiques sincères qui nous font l'honneur même de nous critiquer. Donc il y a d'abord cette exigence méthodologique et pédagogique. Il faut s'investir à fond dans la connaissance du panafricanisme pour comprendre la démarche d'un panafricanisme. Deuxièmement, quand on évacue cette exigence méthodologique et pédagogique, il y a une deuxième exigence majeure. Il faut bien maîtriser les données stratégiques et tactiques qui s'imposent et qui se sont imposées au combat panafricaniste. Une chose, c'est la vision du panafricanisme.
c'est l'existence, ce qu'on pourrait appeler le corpus idéologique panafricaniste, dans toute sa diversité et sa richesse. C'est une chose. Mais pour maintenant la réaliser, vous ne le faites pas sur un terrain plat et neutre et vierge. C'est un terrain occupé, où vous avez des puissances qui sont établies depuis des siècles, pour certaines, des millénaires. Donc ces puissances-là ont conquis l'espace africain. Pas seulement l'espace géographique et territorial, mais quand il dit l'espace, ils ont conquis le cœur. Ils sont à l'intérieur des Africains. Ils y vivent, elles y vivent, ces puissances-là. Et donc structurent les mentalités et les cultures, les imaginaires, et ce depuis un temps extrêmement long. Donc, notre génération de panafricanistes doit faire avec ces réalités-là. Et ce sont des réalités qui se sont imposées aussi à nos prédécesseurs. Donc, vous n'êtes pas sur un terrain vierge. Vous êtes sur un terrain conquis. Vous êtes sur un terrain extrêmement concurrentiel où ceux qui sont en face de vous, les ennemis du panafricanisme, sont préparés à contrer par tous les moyens le mouvement et la continuité panafricaniste. Donc, ces forces-là donc diffusent des discours, des théories, des signes, des significations théoriques de tout genre, pour d'abord s'aimer la confusion, s'aimer une grande confusion dans l'imaginaire général, que ce soit en Afrique ou au Cameroun. Et deuxièmement, pour discréditer les discours panafricanistes. C'est très important de rappeler ça. Donc, et ce travail-là a renvoyé à l'arrière-plan les enjeux tactiques et stratégiques, sans lesquels, sans la maîtrise desquels, il n'y a pas de combat panafricaniste. Donc du coup, les gens se limitent à voir du panafricanisme ce qui est apparent. Et non pas le temps de soulever le couvercle de la Mamlite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la Mamlite. Je voudrais parler des contraintes tactiques et stratégiques. Alors, ce qui permet donc de faire une autre clarification, et là pour entrer au cœur de votre question. Lorsque nous décidons de relancer le combat panafricaniste, il faut d'abord rappeler que pratiquement toute l'Afrique officielle et une bonne partie de l'intelligentsia, que ce soit universitaire, intellectuelle ou traditionnelle, sont toutes couchées sous les pieds de l'impérialisme occidental. Personne ne bronche en Afrique, et ça c'est depuis la dispersion des panafricanistes qui étaient regroupés autour, par exemple, d'un grand projet comme le plan d'action de Lagos. Et à une époque, ça s'est structuré autour des gens comme Edem Kodio, qui agissait à l'époque comme secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Ils ont fait un très grand travail théorique, un grand travail intellectuel, qui est incontournable pour tout panafricaniste. Bon, après ça, il y a eu tout un silence. Quand Kadhafi a relancé, à sa façon, le mouvement panafricaniste autour de sa grande idée des États-Unis d'Afrique, Fonds monétaire africain, etc. Après, il y a eu un silence. Kadhafi a été assassiné dans les conditions que nous connaissons tous. Il fallait relancer ce combat. Il fallait voir dans quel état se trouvait le continent à l'époque. Quand le président Gbagbo est renversé et déporté de la façon la plus odieuse que nous connaissons tous, c'est une honte extraordinaire qui nous frappe. Mais à l'époque, l'équipe bronchait. Nous avons été, dès le départ, en première ligne pour défendre le président Gbagbo, promouvoir la Côte d'Ivoire et relever l'honneur de l'Afrique en refusant d'accepter l'inacceptable, l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir, et dans les conditions qui l'ont porté au pouvoir. Donc, nous avons décidé de relancer le combat panafricaniste. Il fallait faire avec ce rapport de force extrêmement défavorable à l'Afrique. Et la preuve que ce rapport de force nous était défavorable, c'est ce que je le répète encore, c'est ce qui est arrivé à Kadhafi et au président Gbagbo.
il y avait des forces en présence. Des forces en présence, les forces réactionnaires organisées sous forme de partis politiques, dans les universités, les États, les sociétés civiles, même les sociétés traditionnelles. Toutes ces forces-là, pour la plupart, étaient acquises à l'impérialisme. Donc, le bon sens tactique et stratégique élémentaire consistait à prendre acte de ce rapport de force. Dans ces conditions, nous nous sommes dit que si nous commençons par attaquer les présidents, le système-là, on ne bougera pas d'un pied. Dois-je rappeler, le président Gbagbo venait d'être renversé sauvagement et déporté à la CPI. Pour ne pas citer le cas Kadhafi. Donc vous avez un peu de raison, quand vous voulez engager un combat, vous ne commencez pas par créer les conditions de votre défaite vous-même. Autant ne pas commencer le combat. Bon, si on est obligé de rappeler ça à des gens, c'est parce que nous sommes conscients des nécessités pédagogiques qui s'imposent encore dans un océan d'inculture stratégique, tactique et même idéologique. Donc, nous avons arrêté dans notre petit cercle restreint, après mille réflexions, que nous ne devions pas prendre pour ennemis nos chefs d'État. Quand on dit chef d'État, nous voulons parler de toutes les forces que ces chefs-là incarnent ou incarnaient à l'époque. Les églises, les mouvements religieux, etc., les sociétés traditionnelles, la société civile, les milieux intellectuels et les milieux d'affaires. Parce qu'à l'intérieur, il y avait certainement des forces progressistes, même si elles sont silencieuses, mais des forces réactionnaires. Deuxièmement, une analyse sérieuse. On ne peut pas dire que le problème de l'Afrique, comme beaucoup le disent, ce sont les chefs d'État. Et beaucoup voudraient que l'on adhère à ce genre de bêtises qui n'ont pas de fondement. Ils sont pas en train de voir comment, chaque fois, les chefs d'État changent, et rien ne bouge fondamentalement. Les chefs d'État font partie du problème, mais ils font aussi partie de la solution. Mais il fallait déjà intégrer ça. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, toujours savoir que la réalité est contradictoire. La réalité est contradictoire. C'est-à-dire, les réalités sont travaillées par le jeu de forces contraires, mais qui sont en même temps mêlées et qui se tiennent mutuellement. Ceux qui ont fait de la dialectique comprennent très mieux ce que je suis en train de dire. Quand je vous ai dit qu'on se lève pas n'importe comment pour se lancer dans la critique d'une dynamique aussi puissante et historique comme le panafricanisme. Donc nous avons dit, si nous prenons pour les chefs d'État pour adversaire, on aura en face de nous, on se sera trompé de chemin. Parce que que fera l'impérialisme à ce moment-là? Ils vont chercher à nous récupérer pour nous utiliser contre les présidents, comme ils font d'habitude, et après nous jeter comme le papier hygiénique. Ce serait une insulte grave à la mémoire de nos prédécesseurs, des héros panafricanistes passés. C'est cette base-là donc que nous avons lancé le combat panafricaniste, chers amis et chers camarades. Et les faits nous ont donné raison. Alors, si on prend le cas pratique du Cameroun, quel est le rapport de force au Cameroun à l'époque? À l'époque, le rapport de force est totalement en défaveur des panafricanistes. Sur le plan de l'organisation, ils sont les moins organisés. Au Cameroun, il faut dire qu'à l'époque, le seul parti panafricaniste, c'était l'UPC. Or, l'UPC était dans un état de division et d'émiettement évident pour tous. Et les quelques intellectuels, je les connais tous d'ailleurs, qui pouvaient parler du panafricanisme, étaient occupés et géraient ce rapport de force défavorable. Pour la plupart, certains étaient préoccupés par les questions de leur suivi au quotidien. Et ce qui est compréhensible, il fallait d'abord résister. Donc, le terrain était très défavorable. Mais, nous avions, et on est heureux de le dire, on peut le revendiquer parce que il n'y a pas de hasard. Si d'autres pouvaient faire mieux que nous, ils auraient pris les devants. Mais le sens de la vision que nous on a, et qu'on a hérité des prédécesseurs panafricanistes en général, et de l'UPC en particulier, nous avait fait voir que ce rapport de force pouvait être dynamique, pouvait même être dynamisé rapidement. Que ce rapport de force-là signifiait aussi que même les impérialistes étaient en mauvaise posture. Parce que l'impérialiste, quand il commence à utiliser sa sauvagerie essentielle, qui est son essence, c'est qu'il a en difficulté. Quand il n'est pas en difficulté, ils fanfaront sur l'état de droit,
il joue le civilisé, il opère par le droit, par la norme. Donc, il fait comme s'il y a une norme qui organise la vie de la victime et du bourreau, et qu'ils sont d'accord là-dessus. Ça, c'est quand il est en position de force. Mais quand il commence à laisser tomber le masque de sa sauvagerie, c'est qu'il est en difficulté. Et le visionnaire, en ce moment-là, va se lever, même s'il est seul. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons relancé le combat panafricaniste. La tactique et la stratégie démontrent que quand les panafricanistes ne sont pas en situation de domination dans un contexte, il y a deux ou trois solutions qui se donnent à eux. Un, quand on n'est pas en situation de supériorité stratégique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des alliances. Soit on fait des alliances avec les forces en présence, parmi lesquelles celles qui sont les plus proches du panafricanisme. Les panafricanistes ne font pas des alliances avec les panafricanistes, c'est évident. Hein? On ne conçoit pas qu'un panafricaniste fasse alliance avec un panafricaniste. C'est comme si on faisait alliance avec soi-même. Donc on fait des alliances avec des forces non panafricanistes. Parmi lesquelles les forces qui sont en situation, qui sympathisent, qui comprennent le panafricanisme. C'est la moindre des choses. Quand vous êtes en position de faiblesse, vous avez le choix. Quand j'ai fini de dire ce que je viens de dire, soit de vous taire, et de regarder le jeu. C'est un choix. Et on assume devant l'histoire. Soit vous investissez dans un travail de promotion du panafricanisme à un niveau que ce soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan d'une forme plus ou moins officielle d'éducation de masse. Mais même là-bas, vous serez obligé de faire des compromis avec les forces dominantes. Si nous avions fait l'erreur au départ de commencer à attaquer l'État camerounais, qui contrairement à ce qu'on pense, est un État qui est travaillé par plusieurs forces qui s'affrontent en interne, et dans ces forces-là, vous avez des forces progressistes, vous avez des réactionnaires, vous avez des pragmatiques, etc. Donc il fallait déjà que nous on identifie, que nous fassions une analyse de la situation camerounaise de manière à identifier si il était intelligent en ce moment-là de relancer le combat panafricaniste sans courir le risque d'être tué. Je voudrais vous rappeler le niveau de répression que la France exerçait au Cameroun sur le panafricanisme, si on parle seulement du Cameroun, pour ne pas parler de l'Afrique. Un monsieur comme Dr Bassile King, mon camarade panéliste, a fait une thèse de doctorat, il a mentionné le franc CFA, deux lignes. On lui a dit de recommencer sa thèse, il est vivant. Nous savons ce qui est arrivé à Tidjane Pouemi au Cameroun. Pour nous, c'était que ce cas. Nous savons ce que les EPCistes ont subi au Cameroun. Donc, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Donc, par rapport à cette réalité, pas, nous, on avait des informations qui nous avaient été données par certains amis à l'étranger, hors du Cameroun, sur le fait que le président Biya était très sensible au panafricanisme, mais il le faisait en silence. Nous avons pu le vérifier dans ses rapports avec Kadhafi, et ça, personne ne peut le contester. Kadhafi le disait à qui il voulait, toute l'estime qu'il avait pour le président Biya, et vous n'avez qu'à voir là où on a logé le siège de tous les projets que le président Kadhafi avait concernant l'Afrique. Je ne parle pas du président Gbagbo, c'est connu, c'est écrit dans un livre. Mais nous avions des échos de nos amis ivoiriens et autres qui nous parlaient de la sensibilité du président Biya. Au-delà de ce que nous, en tant que Camerounais, à partir de nos analyses personnelles, on voyait et on avait identifié, même si le président l'a toujours fait en étant extrêmement prudent, parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun ne peuvent pas comprendre de quoi on parle. Il y a eu une guerre d'indépendance au Cameroun. Une guerre dans laquelle la France a investi toutes ses forces pour écraser le mouvement UPCiste au Cameroun. Ça a laissé des traces, ça a marqué l'État camerounais, ça a marqué. Donc l'État camerounais, est le fruit d'un choc historique entre, d'un côté, le mouvement nationaliste puissant, l'un des plus puissants que l'Afrique ait jamais généré, et d'un côté, le mouvement réactionnaire dominé par la France, consistant à effacer ce mouvement.
C'est ce choc-là qui a produit l'État du Cameroun. C'est un État tiraillé, travaillé par ces deux forces contraires. Il y a des moments où les patriotes sont en situation de faiblesse. Et il y a des moments où les patriotes peuvent revenir en situation de force. Pendant très longtemps, avant les événements de Côte d'Ivoire et de Libye, les patriotes étaient en position de faiblesse au sein de l'État camerounais. Ça, c'est une analyse en profondeur que nous sommes en train de faire là. Hein. Ils étaient en position de faiblesse au niveau de l'État camerounais. Il a fallu un ensemble d'événements au Cameroun pour qu'ils commencent à avoir un équilibre extrêmement précaire entre les forces progressistes et les forces réactionnaires qui s'affrontent au cœur de l'État de Cameroun. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de relancer le combat panafricaniste. L'homme qui vous parle a bientôt près de 35 ans de combat politique au plus haut niveau. Donc, on devrait nous considérer comme une certaine expérience. Donc on ne se lève pas un matin pour faire ce que nous avons fait. Nous avons relancé le combat panafricaniste. Et très tôt quand nous avons relancé ce combat-là, des forces au Cameroun ont voulu tuer le mouvement dans l'œuf. Mais il fallait le protéger. Et ce n'est pas sur les médias qu'on protège un pareil mouvement. C'est très facile de critiquer les gens à partir d'une position de luxe où on ne court aucun risque. Hein. Mais quand vous gérez un mouvement comme celui-là, dans un contexte comme le Cameroun, il faut le protéger. Il faut le protéger. Sinon, on tuait ça dans l'œuf. Et nous avons rapidement observé que l'État camerounais était traversé par deux courants. Il y avait ceux qui voulaient qu'on tue ce mouvement dans l'œuf. Et la France a tout fait. Laurent Fabius, à l'époque, avait tout fait. Toutes des pressions terribles ont été exercées sur le président Biya. 6 mois après le lancement d'Afrique Média, des pressions terribles ont été exercées sur le président Biya. Il n'a pas cédé. On est au fait. Je voudrais encore rappeler ici aux gens que lorsqu'on a fermé Afrique Média au Cameroun, à un moment donné, nous sommes témoins de ce que le président Biya fait pour qu'on ouvre cette chaîne-là. Le jour où j'écrirai mes mémoires, peut-être je parlerai de ces choses. Pour l'instant, ce combat n'est pas fini. Nous avons vu ces choses-là. Nous avons vu une partie de l'armée du Cameroun nous protéger. Je suis obligé de dire ça maintenant. Vous ne même pas tout dire. On a vécu ça, ces choses-là. Quand il y avait en face des forces réactionnaires qui étaient debout pour qu'on nous éteigne complètement. Donc, ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, ce qui amène à conclure, sinon ça va être très long, mais je pense que les gens sincères ont bien compris la démarche à ce niveau-là. Il fallait donc, comme je le dis, protéger on appelle ça, la dynamique naissante du panafricanisme. Et grâce à Dieu, on a réussi à lancer le mouvement, à l'imposer, à l'enraciner solidement. Aujourd'hui, il est indestructible. Il est indestructible. Alors, pour être encore plus précis, si le NMP, déjà en 2018, nous ne sommes pas en position d'être candidat, je l'ai déjà dit aux gens ici, parce qu'on n'avait pas de représentants au Parlement et dans les communes conformément à la loi. Et il faut dire que nous n'avons jamais été un parti électoraliste. Tellement nous sommes passionnés par ce combat qu'à un moment donné, il faut le dire, on s'en fichait des élections. La situation était tellement difficile au Cameroun et en Afrique et ailleurs. D'ailleurs, après la Côte d'Ivoire, Sarkozy avait dit c'est le Cameroun qui était la deuxième cible et c'est M. Marafa. Vous voyez, moi je parle en mondovision. Depuis que moi je dis ces choses-là, vous avez vu qui me démentit. Parce que j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Nous connaissons au Cameroun des endroits où M. Marafa était traité comme un chef d'État. On savait que c'est le président. Les expatriés français, certains milieux français, le disaient, c'était connu. Et à l'époque, nous avons pris nos responsabilités. Quand tout le monde fuyait le Cameroun, à la veille de l'élection 2011, des ministres avaient rangé leurs valises au consulat français, à l'ambassade de France. Il y a des ministres, il y en a qui sont encore là en fonction. Hein. Des gens fuyaient par toute la guerre. Nous avons pris nos responsabilités en 2011 pour dire que l'État ne tombera pas. Nous avons soutenu le chef de l'État. Pourquoi? Parce que, mais, qui devons-nous soutenir? Si vous laissez ce que j'appelle la famille upéciste, il y a la famille upéciste, qui est dans l'État que nous connaissons tous, qui va-t-on soutenir? La classe politique camerounaise est anti-panafricaniste primaire. Les opposants camerounais, pour la plupart, sont des anti-panafricanistes primaires. Je vous dis bien primaires. Et travaillent contre le panafricanisme au profit de leurs parrains étrangers. Dans la scène politique camerounaise, vous connaissez pas ce qu'on appelle le niveau de pourriture et de pourrissement
qui exercent le parrainage, la question du parrainage et du tutorat. Chacun a son parrain et des tuteurs étrangers. Le grand politicien au Cameroun est celui qui a des parrains. Il y en a même qui se... Il y en a quand l'ambassadeur de France les visite, ils sont... C'est la jouissance suprême. Ils ont réussi leur carrière politique. Chacun cherche à avoir un réseau. Aux États-Unis, en France, en Occident, en Europe. Mais une telle démarche est-elle conforme avec le panafricanisme? Qui allons nous soutenir? Qui? Il n'y a pas. Alors, quand c'est comme ça, lorsque un panafricaniste comme votre serviteur a été aux côtés de la Côte d'Ivoire et que le président Sarkozy, qui a mis le feu en Côte d'Ivoire, a pour projet de mettre le feu au Cameroun, notre rôle, c'est quoi? À partir du moment où nous ne pouvons pas prendre le pouvoir, à ce moment-là, on n'est pas besoin de prendre le pouvoir, on fait quoi? On dort? Non, on peut s'allier avec les forces internes au régime qui sont les plus sensibles à ce combat-là. Et on l'a fait. Voilà pourquoi nous avons soutenu le président en 2011. Même chose qui s'est reproduit en 2018, chacun le sait. Même chose. Donc, ce soutien-là, je l'assume, le NDP l'assume. Je l'assume totalement. Et je suis fier d'avoir fait ça. D'autant plus que il n'y a pas de confusion à faire entre un soutien tactique, stratégique et une adhésion, une allégeance. Le NDP n'a fait aucune allégeance au président Biya. C'est connu. Et le patriarche président est le premier à le savoir. Il est le premier à le savoir. Regardez avec quelle liberté de ton nous parlons de ces choses-là. Nous ne sommes pas en alliance avec le RDPC. Dois-je encore rappeler ça? Bon, je sais qu'il y a des gens, on va dire ça 1000 fois, ils ne changeront pas. Parce qu'ils sont dans le harcèlement stratégique. Je ne m'occupe pas de cela. Je suis en train de parler aux critiques sincères. C'est avec eux que je m'adresse. Je m'adresse parce qu'il ne faut pas que ceux qui nous attaquent de manière professionnelle pensent qu'ils ont réussi à nous faire parler. Non, non. On n'a aucun compte à leur rendre. Et j'ai dit, j'aime leurs attaques. Et ils ne sont même pas encore au niveau où ils nous impressionnent. Je m'adresse aux critiques sincères, à ces Africains et Camerounais qui veulent comprendre. C'est eux que je parle aujourd'hui. Parce que cet exercice ne se répétera plus. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous avions la responsabilité de faire comme beaucoup l'ont fait dans l'histoire. L'histoire est remplie de ces compromis nécessaires, de ces alliances tactiques, quand il faut sauver l'essentiel. Ça ne se passe toujours comme ça en politique et dans la guerre. Comme ça. Donc on a fait ça pour sauver notre pays et le stabiliser. Tous ces gens qui nous insultent au Cameroun, là, par exemple, au Cameroun qui nous critiquent, en professionnel de la provocation, du harcèlement et du dénigrement, mais ils habitent au Cameroun, ils sont au Cameroun, hein, et ils profitent de cette paix-là, qu'ils n'ont jamais défendue. Parce que pour la plupart, ils sont les arbitres d'un match qui ne les concerne pas. Ils attendent la fin du match pour s'aligner dans le camp de celui qui a gagné, sans devoir participer. Du coup, ils sont des super hommes, des grands. Je ne m'adresse pas à ces personnes. Ce sont des démissionnaires. Ce sont des personnes qui n'ont pas de dignité. Mais ce sont beaucoup comme ces personnes-là, sont en première ligne pour prendre ces postures. Ils jugent un match. Ils sont qui pour juger? Qui les a établis juges? Quelqu'un m'a demandé, mais qui êtes-vous pour juger, dire que tel est panafricaniste ou pas? J'ai cette légitimité. Parce que quand nous avons commencé le combat, il n'y avait personne. Quand on a commencé, tout le monde s'est mis contre nous. Beaucoup ont dit, on va vous tuer. Aboyeurs, je ne vais pas rappeler tout ce que tout le monde connaît ici. Aboyeurs, quand les Français ont mobilisé des milliards au Cameroun pour nous détruire, ils sont pleins. J'ai les noms qui ont pris de l'argent des Français et monté sur tous les plateaux au Cameroun pour nous insulter. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, je suis interdit dans un des principaux médias au Cameroun, qui se dit média du peuple, parce qu'on m'a taxé d'anti-français? Je ne ferai pas l'honneur de citer ces médias, parce que malgré leur censure, nous évoluons. Nous faisons des bons. Et d'ailleurs, ils essaient même maintenant de vouloir nous faire revenir. Il n'y a plus moyen. Un des médias que nous avons fait monter, on a contribué à monter. Quand je parle du média, je ne confonds pas les journalistes qui y travaillent, parce qu'ils ont toujours été corrects avec nous. La direction de ces médias-là. Et d'ailleurs, un des parrains de ces médias est aujourd'hui un grand panafricaniste, autoproclamé, qui bientôt va nous donner les leçons. Un des parrains, bien connu. Donc, tous ces médias-là, la France a mis de l'argent pour nous détruire. Qui ne se souvient pas de l'offensive de la France au sein même du CNC, sous Peter Soka? Il y a des noms que je ne vais pas citer ici par dignité. Il y en a qui sont même décédés. Je ne vais pas citer le nom, ils ne sont plus là.
L'argent a circulé des millions, monsieur, pour nous détruire. Et pendant que ces gens faisaient tout ça, le président Biya n'a pas cédé à ça. Faut-il rappeler à ces gens que M. Ouattara a mis 6 milliards, 6 milliards, pour qu'on ferme Afrique Média au Cameroun. Et à l'époque, le président Biya a dépêché son ministre de la Communication. Il est encore là, René Sadi. Il est en fonction. Ils ont envoyé un représentant mandat fils sur nos plateaux pour nous dire que l'État camerounais n'est pas là pour dissoudre les médias. Et deux, qu'ils soutiennent ce que nous faisons. Il y a des archives. Il y a des archives. Il y a des archives. Monsieur Mandat-Fils est passé sur un plateau avec nous pendant au moins 2 ou 3 heures du temps. Et pour dire que le gouvernement, que nous soutenons ça, on ne fermera pas. Donc, eh bien alors, donc pourquoi M. Ouattara, est-ce que le Cameroun a engagé une démarche pour aller fermer les médias en Côte d'Ivoire? M. Ouattara a passé son temps, quand il ne pouvait pas assassiner les partis d'Afrique Média, mais à monter des coûts financiers pour qu'on nous ferme. On n'a pas été fermé au Cameroun. C'est que genre de politique qu'on veut nous pousser à faire. Ça ne peut pas être reconnaissant pour ce genre de choses. Moi, je ne suis pas un sorcier. La politique, ce n'est pas la sorcellerie. Donc, ça c'est clair. Alors, donc, voilà le contexte stratégique qui demande de la souplesse tactique et stratégique pour ne pas tuer un combat, pour ne pas courir sans bouger, c'est-à-dire courir sur place. Et ce choix a payé. Beaucoup de présidents se sont convertis en chemin à ce combat-ci parce que nous avons eu la sagesse de procéder comme ça. Donc, les choses sont claires. Nous ne sommes pas du RDPC. Nous n'avons pas d'alliance avec le RDPC. Une alliance suppose un document d'alliance. Sauf si on parle d'autre chose. Mais si on parle de la politique, une alliance suppose un accord d'alliance. Ça se traduit dans un document. Le NPD n'a signé aucune alliance avec le RDPC. En 2018, le président Patrick nous a fait l'honneur. C'est un grand homme politique de l'histoire. C'est un homme qui est entré dans l'histoire. Quand le monde passe, c'est un fait. Bon, ça peut gêner certains qui n'ont pas eu l'honneur d'être approchés. Le président Patriarche nous a sollicités en 2018. Et nous avons fait ce que nous avons à faire. Le même soutien critique au chef de l'État pour sauver le Cameroun. Voilà la démarche. Et en 2018, Messanga Nyamdine est vivant. Il avait organisé une grande conférence des biaïstes à Yaoundé. Il était question que les biaïstes viennent soutenir le président. Il m'avait fait l'honneur d'être invité. J'étais invité avec le ministre Momo. Le ministre Momo est vivant. Bon, en politique, tous les coups sont permis, mais je les cite. Cette réunion était une grande réunion. Il y avait dans la salle des diplomates, des anciens ministres, il y avait de hautes personnalités dans la salle. Et dans la présentation, nous avons été présentés comme les biaïstes. Ça n'a pas déplu au ministre Momo. Mais j'ai pris la parole en pleine salle pour rappeler que je n'étais pas un biaïste, que j'étais un UPCiste qui soutient le président de son pays pour défendre notre pays, le Cameroun. En pleine salle. Mais c'est quand il me dit les témoins. Donc, ce n'est même pas les sollicitations qui manquaient pour qu'on soit biaïste contre rétribution financière, politique, tout ce que vous voulez. Nous avons jamais cédé à ça. Doit-on venir crier sur les plateaux pour faire plaisir à certains détracteurs ennemis? Non, écoutez, nous sommes chez nous apprenons, on dit non. Pour les faire, pourquoi? Non, c'est pas notre. On n'est pas là pour ça. Parce qu'on connaît le sens de leur démarche. Mais là encore, je m'adresse aux critiques sincères. C'est à eux que je m'adresse. Ce sont des faits vérifiables. Donc, si on ne comprend pas les nécessités de la tactique, de la stratégie, si on refuse de voir que dans la lutte, dans la guerre, dans le combat politique, dans la lutte, il y a des moments où il y a des compromis tactiques, provisoires, bon, ça ne vaut pas la peine de déranger les gens. On cherche autre chose et on n'a pas le temps à perdre à répondre à de pareilles personnes. Donc, telle est la logique de l'alliance, du soutien que nous apportons au chef de l'État. C'est un soutien tactique, stratégique. Et le président camerounais en est digne. Il en est digne.
On ne soutient pas quelqu'un qui... Il en est digne, de par les actes et la position qu'il a toujours maintenue à notre égard. Ailleurs, on tue les panafricanistes. Ailleurs, on les emprisonne. Ailleurs, on tue ces médias. Alors quelqu'un m'a écrit pour dire que oui, dans ce cas, Fort est le meilleur panafricaniste parce qu'il a créé un média soi-disant panafricaniste. Non, mon cher ami, toi qui j'ai vu la question, non. Parce que imiter une démarche, c'est une chose. Mais en être un pionnier et assumer les duretés, les exigences d'être pionnier, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a 1000 médias panafricanistes, permettez-moi de rire. Beaucoup de médias s'autoproclament panafricanistes, regardez les plateformes là. Mais la France en a créé beaucoup. La France en a créé beaucoup. Mais au Cameroun, on connaît qui a créé Afrique Média, si on parle d'Afrique Média. Il est là, il est vivant. Et on sait comment nous avons commencé, Afrique Média. On sait, c'est devant tout le monde. Donc, qu'aujourd'hui, des faux panafricanistes viennent créer des médias pour jouer le jeu, c'est leur problème. Bon, et maintenant, s'il y a des bons convertis, tant mieux. Mais on ne peut pas prendre Fort et Adema pour dire que maintenant que Fort aussi a créé Adema, les panafricanistes, ce n'est pas la même chose. C'est un raccourci qui n'est pas élégant, pour rester poli. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas digne des personnes intelligentes. Monsieur Fort a demandé pas un panafricaniste. Sa démarche montre tous les jours qu'il n'est pas un panafricaniste. Qu'il ait posé des actes qui, à un moment donné, ont été en convergence avec le panafricanisme. Oui, c'est sa position lors des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, contre le Niger, etc. Nous avons salué ça à l'époque. Et nous avons dit, nous n'oublierons jamais. Pareil pour Doumbouya. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des panafricanistes. Des chefs d'État sont panafricanisants. Il faut distinguer ça. Des chefs d'État panafricanisants, des chefs d'État panafricanistes et des chefs d'État qui, de temps en temps, par leurs actes, soutiennent le panafricanisme. Il ne faut pas confondre les choses. Bon, il arrive que nous les appelons panafricanistes. Parce que nous sommes dans une démarche pédagogique, dans une démarche stratégique. Mais, de là quand même, quelqu'un qui est un peu sincère et qui est sérieux peut faire la part des choses dans tout ça. Donc, c'est parce que Fort a créé un média, soit des hommes panafricanistes, les panafricanistes, vous n'en savez rien. Moi, je peux citer ici des médias qui se passent par panafricanistes, qui sont dans les mains de criminels et de mercenaires. Mais ce n'est pas le moment de régler des comptes. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Nous avons la généalogie, la cartographie de tous les médias qui sont prétendument panafricanistes. Nous savons qui est qui fait quoi là-dedans. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais ils se limitent à l'écume des choses. Donc, je pense que là, on a été clair. Je ne suis pas du RDPC, je ne serai jamais. C'est vrai qu'en politique, on dit jamais. Mais je dis jamais pour montrer à quel niveau je veux que les gens comprennent. On n'est pas du RDPC. On n'a jamais été du RDPC. Deuxièmement, mais quand on dit qu'on soutient quelqu'un, il y a des bénéfices, non?